Salut à tous, c'est Pop Cinoche, votre magazine libre, 100% cinéma, uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec aujourd'hui, il faut bien le dire, une émission très 70s. En effet, deux grands films cultes des années 70. Le premier, Les Seins de glace de Georges Lautner, c'est Jérôme Ouibon qui va venir nous en parler dans le cadre de sa collection Nos années 70. Et puis évidemment, Diabolomante, avec celle qu'il a écrit, réalisé, conçu, Diane Curis. Elle est notre invitée aujourd'hui. Tout cela, c'est le programme de votre Pop Cinoche numéro 44. Sorti en décembre 1977, ça commence à faire longtemps, le film Diabolomante a été un des plus gros succès du cinéma français de cette année-là, avec quand même un petit peu plus de 3 millions d'entrées. Alors, ça fait longtemps, il était difficile de te voir dans de bonnes conditions, et maintenant, Rémini Édition vient de sortir ce combo Blu-ray DVD avec une nouvelle copie restaurée en 4K et avec également beaucoup de bonus. L'occasion de se replonger dans l'histoire de cet énorme succès, premier film de Diane Curis. Elle est aujourd'hui notre invitée pour vous en parler. Tout en haut de l'affiche du film qui nous intéresse aujourd'hui, il était écrit « Et vous, que faisiez-vous en 1963 ?» Frédéric avait 15 ans, Anne en avait 13. Et juste en dessous, il y avait le titre en vert, évidemment. Diabolomante, un film de Diane Curis. Le film sort enfin dans une très belle copie Blu-ray, dans un joli coffret dont nous allons parler aujourd'hui. Mais le privilège que nous avons, c'est que celle qui a écrit, réalisé, conçu ce film de A à Z est avec nous pour nous en parler. Bonjour Diane Curis. Bonjour. Ma première question... Le film est sorti fin 1977. Oui. Ça fait quelques années. C'était hier, mais ça fait quelques années. C'était hier pour moi, mais ça fait un petit moment quand même. Est-ce que c'est agréable pour vous de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur et de vous remémorer le film avec lequel tout a commencé quand même? Tout a commencé avec ce film. Moi, je ne pensais pas devenir réalisatrice. Hein. J'avais écrit un scénario. Je me disais, je vais le donner à Bertrand Tavernier à réaliser. Et puis, quelqu'un m'a dit, mais non, mais pourquoi tu ne le fais pas toi? Et j'étais une petite comédienne, ça marchait pas tellement. Oui. Et puis je me suis lancée sans savoir où j'allais. Et le film a été un tel succès. Il m'a dépassée, évidemment. J'ai découvert un métier que j'aimais faire. J'ai découvert que c'est ce que j'allais faire toute ma vie. Et depuis, je n'ai pas arrêté, effectivement. Il y a eu une évidence que vous étiez à l'aise sur un plateau, plus derrière la caméra que devant? Oui, oui. De toute façon, je n'aimais pas être devant. Je n'avais pas l'espace suffisant. C'est-à-dire qu'on me donnait pas des beaux rôles. J'étais la petite copine, la petite serveuse. Oui. Enfin, c'était bon. Et la frustration a fait que j'ai dit, il faut que je prenne mon destin en main. Et peut-être que j'étais faite pour ça, j'en sais rien. Ah, oui, mais visiblement, oui. En écrivant et en réalisant ce premier film, j'ai découvert que j'avais pris un plaisir fou, que c'était ce que j'aimais faire. Et puis, c'est vrai que le succès, ça vous aide aussi. Ah. S'il n'avait pas marché, peut-être que je serais retournée à mon théâtre et à la télévision et au cinéma. Mais là, j'ai découvert une passion et oui, j'aimais mieux diriger les comédiens, avoir une équipe, être entourée, faire un film, quoi. C'est un métier extraordinaire, hein. C'est un métier très privilégié, vraiment. Oui. Et on n'est pas très nombreux. Vous dites, on n'était pas très nombreux, on n'est pas très nombreuses en plus, parce que au cœur des années 70, à part Nadine Trintignant, il n'y avait pas beaucoup de réalisatrices. Oui, à l'époque où j'ai commencé, je pense il y avait une dizaine de réalisatrices en France. Agnès Varda, Liliane de Kermadec, on était quelques-unes, mais en effet très peu nombreuses. Mais moi, je ne faisais pas cette différence-là à l'époque. Les temps ont changé, mais je suis réalisateur, réalisatrice. Je m'en foutais complètement du genre. À l'époque, on était moins attentif à ça. N'empêche que c'est vrai qu'on a ouvert un peu la brèche, on a ouvert la voie à d'autres talents, d'autres femmes qui se sont tout à coup... disons, qui ont osé tout à coup dire pourquoi pas moi. Qui se sont dit, elle l'a fait, je peux alors. Voilà, exactement. Et ça, c'est assez agréable en fait, d'avoir été un peu pionnière en quelque sorte. Oui. Vous me disiez que avant d'être un scénario, ça avait été un embryon de roman. J'ai commencé à écrire 30 pages de ce que je pensais être un roman. Oui. Je me disais, j'écris. En fait, c'était très autobiographique et c'était ce qu'on appellerait d'autofiction aujourd'hui.
je racontais mes années de scolarité, le lycée, une chronique d'une année scolaire, et j'avais commencé en disant que ça commençait aux vacances, puis on allait rentrer, les rentrées des classes, etc. Et les 30 pages étaient pas mal, mais et c'est Alexandre Arcadi à l'époque qui m'a suggéré, il m'a dit mais pourquoi tu fais pas un film, pourquoi tu fais pas un scénario de ça? Parce que un livre, bon, il y en a plein des livres, mais des films, on n'a pas vu les lycées de filles, on ne connaît pas cette ambiance, les années 60, la blouse beige, tout ça, ça devrait être visuellement très intéressant. Et il m'a convaincue, et j'ai transformé ma petite écriture en l'écriture d'un scénario. Oui, mais alors là, Alexandre Arcadi vous a lancé dans un challenge qui a dû très vite quand même devenir une lutte, parce que tout d'un coup produire, monter, bon, il y a Gaumont sur l'affiche, mais ça s'est peut-être pas fait du jour au lendemain, tout ça quand même, non? Ça a été Non, difficile? oui, bah, ça a été difficile. Ça ressemble après à un conte de fées. Oui. Mais c'est vrai qu'il a fallu un peu y croire, se battre. Lui, il avait déjà en tête, il avait déjà écrit le scénario du Coup de Sirocco, son premier film, et il voulait faire du cinéma. Lui, il avait fait de la mise en scène de théâtre, il était sûr qu'il était fait pour ça. Il avait de la conviction, et il en a eu pour moi, et il m'a vraiment aidé et poussé. Et alors, bon, après, je suis passée, c'est une sorte de parcours du combattant. On demande l'avance sur recette. La première fois, je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas eu, j'étais très vexée. Puis ensuite, j'ai rencontré les gens de Gaumont, parce que Daniel Toscan du Plantier, qui était à l'avance sur recette justement, avait aimé le scénario. Ah Et il a oui. dit « Ah, mais pourquoi est-ce qu'on ne distribuerait pas ce film ?» Mais il n'a pas choisi de le produire. Alors, il a fallu que je cherche un producteur. Et ça a été vraiment un parcours du combattant. Parce que j'ai rencontré, je me souviens, 12 producteurs, et tout le monde a dit non. Et pourtant, j'avais l'avance sur recette, j'avais Gaumont. Donc le film était... Oui, il y avait quelque et chose. c'était pas un Oui, film oui. cher du tout, c'était un tout petit Il film. n'y avait pas de superstar, Pas de donc... star. La seule star, c'était Yves Simon, Oui, qui on va y allait, qui allait revenir. faire la musique. Oui. Et là, il y a un autre volet comédie. Il a fallu que je trouve des gags à ajouter dans le film. Et je suis allée voir les gens du Splendide, mes copains, avec qui j'avais travaillé un peu. Et enfin, surtout, je les Junio, connaissais. l'ermite, Clavier, Junio, toute la l'ermite, bande. Clavier, toute cette bande. Et je les ai invités à dîner un soir au restaurant. Je leur ai dit, donnez-moi des gags. Vous étiez au lycée ensemble. Est-ce que vous avez fait des conneries au lycée? Et ils m'ont donné des gags. Et ces gags sont dans le film. J'aurais dû les créditer, j'aurais dû les citer. Oui, presque, Je ne l'ai oui, pas oui, fait. oui. Mais ils m'ont donné 4 gags du film, et ils y sont tous. Je suis certain que la prof de gym qui se coince dans le dos avec le bâton, c'est un truc du Splendide, ça, C'est non? un truc du C'est vrai? Splendide, totalement. Ouais. Celui-là, et puis, parce que ça leur est arrivé, Ah oui. la craie enfoncée dans l'éponge pendant que le prof de maths essaie d'effacer le tableau, et ça crie, c'est horrible, parce qu'elle met que de la craie sur le tableau. La poignée de porte qui reste dans la main. Et ça vient d'eux. Ça vient d'eux, et ça vient du fait que le producteur m'a dit « Ah, il faut des gags ». Rien ne pouvait vous arrêter, Non, en fait. rien, vraiment rien. Et puis alors le film a été effectivement une succession de chances, de bonnes rencontres. La première des vraies rencontres, ça a été Léonore Clarvine. Et je savais qu'elle avait à la fois de la grâce, le mystère que je voulais, et elle était formidable, quoi. Donc elle a été la première chance du film, vraiment. Alors, on peut peut-être dire, Diane Curis, qu'il y a, en dehors du film lui-même, bien sûr, mais avant que les spectateurs l'aient vu, ils ne le savent pas, il y a peut-être quand même 2 éléments qui ont été des atouts très forts pour le film. C'est l'affiche que vous avez derrière vous, Oui, là. bien sûr. Ça non plus, des affiches comme ça à l'époque, on Non. n'en voyait pas beaucoup. Et l'affiche a été une partie énorme du succès du film. D'abord parce qu'elle était jolie, originale, différente. Elle collait bien au titre. Donc notre atout, vraiment, c'était cette affiche, ce titre. Et puis le troisième élément, c'est Yves Simon. Alors, Ouais. j'allais dire, Diane, Bah oui. regardez ce 45 tours. Ouais. En plus, celui-ci, c'est le premier, hein, parce qu'après, il y en a eu un deuxième Ouais. avec l'affiche du film et Yves est passé Oui, derrière. c'est ça, oui. D'ailleurs, Yves, maintenant, ça l'énerve un peu quelquefois quand on lui dit « Ah, mais votre plus grand tube, c'est Diabolomante ». Bon, ça l'énerve parce que, d'abord parce qu'il ne voulait pas faire la chanson. Il y a cette histoire aussi. Quand il avait dit « Je fais la musique ». J'aime beaucoup ton scénario. Yves, il était très cinéphile, c'était quelqu'un qui voulait faire du cinéma à l'origine. Il avait fait l'IDEC, il était... Bon. Et donc, il aimait le scénario, et il a écrit une très jolie musique de film. Et pendant tout le tournage, je le tannais, je lui cassais les pieds, aussi poussé par Alexandre, qui me disait « Mais si, il faut une chanson absolument ».
Et j'ai osé lui dire, fais une chanson, s'il te plaît. Et là, pourquoi voulait-il pas? Il était furieux parce qu'il disait, moi, je suis un auteur, j'écris des chansons pas sur commande. J'écris quand ça me vient. Je suis pas un écriveur de chansons. Et puis une chanson de film, il y a un petit côté compromis un peu quand Évidemment, même. Hein. Évidemment. Et moi aussi, je me disais, j'avais un peu honte. Je me disais, oh là, la chanson du film, c'est un peu racoleur, quoi. Ouais. Et dans l'esprit d'Alexandre, c'était ça. Il faut qu'il y ait une chanson avec le film, ça va vendre. Et Yves résistait pendant tout le tournage, il résistait. Et moi, je lui disais, mais si, il faudrait qu'elle s'appelle Diabolomante aussi. Alors il disait, mais enfin, tu me donnes le titre, tu me donnes l'ordre, et il faut que j'écrive sur mesure, quoi, sur commande. Et puis ça venait toujours pas. Et un jour, curieusement, il m'a téléphoné, et je crois que le film était terminé. Ouais. Et il m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'ai écrit une chanson. Alors, j'étais super contente, et il m'a dit, j'ai dit, mais comment ça se fait, qu'est-ce qui a déclenché? Il dit, ce qui a déclenché, c'est que j'ai reçu une lettre sur une feuille de classeur d'une fille qui a 15 ans et qui m'a écrit une lettre d'amour, et ça m'a bouleversée, et la chanson m'est venue. Et il a dit, je l'ai écrite, je vais l'enregistrer, mais si tu veux, viens écouter la maquette à la maison. Et donc je suis allée. Et vous la faites à la guitare? Il m'a fait à la guitare la chanson, et j'ai trouvé très bien. Et j'ai dit, ah, génial, génial, ah non, formidable. Et puis voilà, on a enregistré la chanson. Et cette chanson a été vraiment, je pense, elle a contribué énormément au succès du film, parce qu'elle est passée en radio tout le temps. Ça a été un tube. Hein. Tube, absolument. Ah oui. Alors, en conclusion, Diane, j'ai envie de vous demander, vous aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui reste de Diabolomante aujourd'hui? Et surtout, pourquoi autant de gens se sont à ce point identifiés à ce film à l'époque? Pourquoi est-il devenu un phénomène? Pourquoi ça leur a parlé comme ça? Il se trouve que ça a touché beaucoup de gens, parce que ça a touché déjà à l'époque 2 générations. Les gens de ma génération, qui avaient donc mon âge en 62, 63, 64, qui voyaient ce film comme c'était leur adolescence. Donc ils disaient, ah oui, oui, on faisait ça, on était habillés comme ça, on écoutait cette musique-là, on dansait comme ça. Et puis ça a touché la jeune génération, c'est-à-dire ceux qui avaient l'âge des héroïnes, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui ont maintenant 50, 55, 60, qui me disent, ah, Eleanor Clarvine, ils ont découvert le film, et c'était leur vie qu'on racontait. Et pourtant, ça s'était passé 15 ans avant, 16 ans avant, c'était presque une autre génération. Et ces 2 générations, il y en a une qui est toujours la mienne, c'est les grands-parents qui emmènent leurs petits-enfants voir ce film encore, qui a la télévision, qui achètent le Blu-ray, qui disent, regarde, ça c'est l'école de tes grands-parents, tu regardes comment c'était. Et en même temps, bizarrement, curieusement, ça les touche, parce que ça raconte quand même l'école, le lycée, le quotidien. J'ai des mauvaises notes, ma mère veut pas que. Par conséquent, on peut se reconnaître. La longévité d'un film, elle est mystérieuse, évidemment, mais celui-là. Alors pareil, le titre, l'affiche, les actrices. La chanson, et puis un petit peu moi. Il y a quelque chose. Un peu beaucoup, non, mais il y a quelque chose qui perdure. Ça me touche énormément, évidemment. Je me dis, mais celui-là, c'est dingue. C'est mon premier bébé, et tout le monde l'aime. Eh bien, la preuve, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, ils peuvent le voir dans les meilleures conditions avec ce combo Blu-ray, DVD. Il y a une tonne de bonus avec des interviews de Diane, de Yves Simon, des reportages d'époque. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est très complet. Merci vraiment beaucoup, Diane, de nous avoir raconté tout ça ce matin. J'ai beaucoup parlé. Hein. Pardon. Ça tombe bien, parce que c'est pour ça que je vous avais demandé de venir. Et je parle vite en plus. Merci et à très bientôt. Merci à vous. Je sais que nous sommes très nombreux, tous les 3 mois à peu près, à attendre les nouveaux titres de la collection Nos années 70 chez Studio Canal, dirigé par notre ami Jérôme Mouibon. Eh bien voici les petits derniers. Il y a Une journée particulière, le film assez rare, réalisé par Jean-Louis Trintignant. Les Oiseaux, le film de Pascal Thomas, dont vous voyez l'affiche originale ici. Et puis Les Seins de glace. Alors Les Seins de glace, c'est sorti le 28 août 1974. Ça a été un des gros succès de la rentrée de cette année. Il faut dire qu'avec à l'affiche Alain Delon, Mireille Darc, Claude Brasseur, réalisé par Georges Lautner, il se trouve que c'est un film vraiment passionnant qu'il est intéressant de découvrir ou de redécouvrir dans les meilleures conditions grâce au Blu-ray de Nos années 70. Le mieux, c'est d'en parler tout de suite avec le principal intéressé, le directeur de la collection, Jérôme Mouibon.
Comme je vous le disais à l'instant, quand on sait que Jérôme Ouibon vient nous rendre une petite visite, c'est qu'on va avoir de bons films à regarder. Et dans le cadre de la collection Studio Canal Nos années 70, eh bien il arrive avec une nouvelle salve, une nouvelle vague, je devrais dire. Bonjour Jérôme. Bonjour Vincent. Alors regardez les affiches qui sont là. Au programme de ces années 70, on a un film avec Trintignant qui est très intéressant. Très rare. Oui, et puis c'est la première mise en scène de Trintignant. Et au-delà de ça, c'est une comédie. Alors Trintignant a fait assez peu de comédies. Moi, j'avais déjà sorti L'ordinateur des pompes funèbres de Gérard Pires, qui est vraiment très drôle. Et là, c'est un autre type d'humour. C'est un humour noir. Et le film est une vraie réussite, même s'il n'a pas du tout marché à sa sortie. Ça reste une très très grande comédie de la décennie. Et puis alors Les Zozos de Pascal Thomas, qui était notre invité il y a 2-3 mois, on a beaucoup discuté avec lui. Là aussi, c'est une première en Blu-ray. Oui, et puis c'est le premier film de Pascal Thomas, donc, qui met en place son univers voilà, sur les déboires amoureux des adolescents de l'époque. Donc voilà, je suis très content de sortir ce premier film de Pascal Thomas. Et puis il y a un film, le troisième, qui nous est cher de par le film en lui-même et son cinéaste Georges Lautner, Les Seins de glace. On n'entendait plus trop parler, il était temps de l'exhumer, et en plus, c'est un film qui est intéressant là où il se situe dans la carrière de Georges Lautner, je trouve. Oui, dans la carrière de Georges Lautner, d'Alain Delon et de Mireille d'Arc. Enfin, voilà, il y a plusieurs entrées possibles sur ce film un peu au milieu des années 70, on est en 74. C'est d'abord un cadeau d'Alain Delon à Mireille d'Arc. Il voulait lui offrir un rôle en vedette. Et c'est aussi un Lautner un peu différent entre plusieurs comédies qui tournent pour la Gaumont. Voilà, Là, il vient de faire La Valise, ouais. Ensuite il va aller vers les autres films que l'on connaît. On aura tout vu. On aura tout vu, Pas de problème, Pas de avec problème. Mignot, etc. Voilà. Et là, il fait un pas de côté, en plus avec un autre producteur que la Gaumont, avec Raymond Danon. Et donc Lautner va se retrouver aux manettes de ce film qui est voilà, un cadeau de Delon à Mireille d'Arc. Mireille d'Arc qui fait partie de la bande à Lautner, la bande à Audiard. Oui, puis ça lui changeait des comédies justement qu'elle faisait avec lui. En plus, elle s'impose dans un rôle quand même dramatique, une psychopathe meurtrière toxicomane. C'était quand même un peu nouveau. Oui. On sent vraiment la volonté de Delon de faire un cadeau à sa compagne qui n'a pas tourné, enfin voilà, qui reprend un peu le chemin des studios avec La Valise et ce film-là, mais qui est en rupture totale avec ce qu'elle joue jusque-là, quoi. Oui. Et comment Claude Brasseur s'est retrouvé dans cette histoire alors Claude Brasseur, lui, il devait jouer dans une précédente production de Raymond Danon qui est Ursule et Grelus, que vous avez sorti que j'ai sorti, récemment. qui est un film avec Annie Girardot et Bernard Fresson. Et à un moment dans la production, enfin en tout cas au démarrage, Fresson et Girardot, qui étaient en couple, se sont fâchés. Donc on avait pris en backup possible Brasseur. Mais finalement, donc, Fresson a fait le film. Et donc Raymond Danon doit un peu un film à Claude Brasseur, qui est une époque... est une énorme vedette de la télévision, parce qu'en 73, il a triomphé dans Les Nouvelles Aventures de Vidocq. Il le dira souvent, Brasseur, c'est le film qui a lancé ma carrière au cinéma. Voilà, c'est une période hyper importante pour Claude Brasseur, cette décennie 70. Oui. Et puis alors, ce qui est intéressant dans Les Seins de glace, c'est que c'est un thriller qui est assez angoissant même à certains moments. En même temps, moi je l'ai toujours, je ne sais pas ce que vous en pensez Jérôme, considéré aussi comme une grande histoire d'amour. C'est ça, il y a une histoire d'amour à trois. Il y a une atmosphère très très bizarre, en plus adaptée d'un roman américain de Richard Matheson. C'est une série noire, je crois. C'est une série noire, c'est ça. Il y a une très jolie photo de la Côte d'Azur, l'hiver, hors saison. C'est ça. Tout ça va bien dans l'ambiance. Qui est vraiment, c'est vraiment un film très intéressant à sortir au moment où Delon le produit. C'est un producteur majeur, je trouve, dans les années 70. Il prend énormément de risques, parce qu'il va faire Monsieur Klein et quelques polars de temps en temps pour se remettre à flot dans les choix. C'est toute cette époque-là, La race des seigneurs. Voilà, qui est un film un peu perdu aujourd'hui. Juste après l'assassinat de Trotsky de Lozé, il est vraiment dans une variété, une diversité de rôles très intéressante. On peut penser à Attention, les enfants regardent, où là aussi il a un second rôle. Et il est glaçant et le film est passionnant. Non, moi j'aime beaucoup la carrière de Delon et c'est vrai que je trouvais ça... Moi quand j'ai eu la possibilité de sortir Les Seins de glace, j'ai foncé. Merci. Et surtout,
Je profite de cette sortie en Blu-ray pour mettre une longue interview de Delon. Alors, les bonus, j'allais vous poser la question en conclusion, les bonus. J'ai trouvé une interview de Delon en 1980, où il revient un peu sur la décennie passée, notamment les Saints de glace, mais aussi il évoque avec beaucoup d'humour le clan des Siciliens. Ouais, elle fait presque 50 minutes, Ah oui. donc il est vraiment très détendu, et c'est juste avant le moment où il va passer à la mise en scène pour la peau d'un flic. Eh oui. Donc voilà, il est en pleine forme, il a un regard Loquace, sur oui, on a hâte de et voir. plutôt moqueur et rieur, ce qui n'est pas plutôt l'image qu'on a de Delon. C'est vrai. Voilà, je suis très content d'avoir pu mettre cette très longue interview sur ce Blu-ray. Il y a aussi quelques images de tournage. Voilà, donc Et Philippe Sard. Oui. J'en profite pour dire également que le 4 avril, à la Maison de Radio France, aura lieu un concert symphonique des grandes œuvres de Philippe. Ça risque d'être un moment majeur quand on aime la musique de cinéma. Et il avait fait une très très jolie musique là-dedans. Et du coup, dans les bonus, vous avez quelque chose aussi Oui, on reprend une interview de Philippe Sard et Georges Lautner qui avait été faite il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, je pense que pour essayer d'avoir quelque chose d'assez complet autour de la fabrication et des Saints de glace. Bon, ben merci pour tout ça. Merci, Nos Marc. années 70, c'est la nouvelle vague que vous pouvez trouver un petit peu partout, là maintenant. Le film de Trintignant, Une journée bien remplie, Les Oiseaux de Pascal Thomas, avec cette énorme braguette que j'ai eue derrière moi là, pendant toute notre Ça passe très bien. conversation. Et Les Saints de glace, ça méritait vraiment 3 films à découvrir, à redécouvrir. Merci beaucoup Jérôme et à très bientôt. Merci Vincent. À bientôt. À bientôt. Évidemment, ça nous ne le dirons jamais assez, allez voir des films en salle. Cela dit, pour faire et redécouvrir de bons films à la maison, il y a les Blu-ray. Voici 2 propositions aujourd'hui, par un spécialiste de cinéma et par la réalisatrice qui a créé le film, en l'occurrence Les Saints de glace et Diabolomante. C'était 2 suggestions que nous vous recommandons chaleureusement. Maintenant, évidemment, si cette émission vous a plu, vous savez comment faire. Vous la likez, parce que ça nous fait plaisir, vous la commentez parce que c'est intéressant d'avoir votre avis, et puis vous la partagez, parce que plus on est de fous, plus on s'amuse. Merci à vous tous, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Pop Cinoche, le 45e du nom. Ciao.